J'ai proposé à Clotilde Verne, qui travaille à BPI France sur le développement durable, avec qui on est en relation qui va peut-être nous accompagner pour développer encore plus ce label. Et donc, elle va nous expliquer pourquoi BPI France s'intéresse à la RSE et souhaite promouvoir le développement des démarches RSE dans les différents secteurs et dans les entreprises. Bonjour à tous, merci Valérie pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Et effectivement, quand Valérie m'a appelé, elle m'a dit est-ce que tu peux venir parler un petit peu du lien entre la RSE et la création de valeur? Donc là, j'ai dit banco. Je suis ravie, un petit peu plus près, d'accord. Je suis ravie de parler de ce thème-là pour une raison assez simple, c'est que pour nous, BPI France, en fait, ces deux choses sont vraiment ancrées dans notre ADN. Alors, BPI France, vous connaissez, la Banque des entrepreneurs, le business, la création de valeur. Je ne vous fais pas le dessin, vous connaissez un petit peu nos campagnes de communication et vous savez qu'on est en plein dedans. La RSE, on le sait un petit peu moins, mais ça fait aussi partie de notre ADN et surtout de la loi de création de BPI France. C'est notre article 4 qui nous impose et parfois nous rappelle à l'ordre sur le fait qu'on doit prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux de nos activités et donc aussi dans l'investissement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le lien entre la RSE et la création de valeur et comment l'un active l'autre. Parce qu'en fait, la RSE, pour nous, elle n'existe pas par elle-même. Elle ne se construira pas toute seule. L'idée, c'est pas forcément de regarder, de se dire, bon, bah voilà, on a réduit notre consommation d'eau, okay, on s'arrête là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a mis une ruche sur le toit, a-t-on sauvé la biodiversité ou encore d'autres exemples assez simplistes que vous avez peut-être en tête et qui pour vous, vous font voir un peu la RSE comme ça, comme quelque chose un petit peu, vous êtes un peu sceptique. Nous, on considère que c'est une fois qu'elle est appliquée au business, au secteur de l'entreprise, aux enjeux et voire même qu'elle infuse dans la stratégie de l'entreprise, qu'elle prend toute cette valeur parce qu'elle va contribuer à la création de valeur et à la performance. Alors, assez simplement, et puis je suis contente parce qu'en fait, c'est déjà un peu illustré dans ce qu'on vous a dit sur le textile. Donc, j'ai l'impression de vous redire certaines choses, mais très simplement, il y a deux leviers qu'on met en avant. C'est d'abord le tout premier, le chiffre d'affaires et votre capacité à anticiper les attentes de vos clients qui sont très, très, très mouvantes et vous en savez quelque chose. Et puis qui, on le voit, prennent de plus en plus en compte les enjeux du développement durable. Il y a 2-3 ans, on disait qu'il n'y a que dans l'alimentaire que les comportements changent quand il y a un scandale ou quand il y a un enjeu social ou environnemental. On voit aujourd'hui que ce n'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de secteurs qui sont contaminés. On a entendu parler sur le textile. Et puis, je disais il y a quelques jours, l'industrie de l'aérien qui commence à s'inquiéter de ce phénomène un peu de mode qui vient sur la honte de prendre l'avion. Parce qu'on émet des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et puis, ils sont obligés de communiquer sur tous les efforts qui ont été faits pour réduire la consommation des moteurs, etc. etc. Mais rien n'y fait. Je pense que finalement, quand un Paris-Madrid, New York reste moins cher qu'un Paris-New York, vous avez peut-être vu cet exemple dans la presse, c'est vrai que ça interpelle pas mal. L'idée, c'est que la RSE, elle va vous permettre, dans votre réflexion, ou en tout cas ce que vous allez travailler, et Valérie en parlera, soit d'identifier de nouveaux marchés, soit de créer quelque chose d'un peu différenciant au niveau de votre produit. Pourquoi pas aller chercher des innovations qui vont répondre à ces attentes qui sont nouvelles. Ça va être aussi une possibilité pour vous de protéger votre image de marque. On voit qu'il y a beaucoup d'industries qui en sont là en ce moment. Le deuxième levier dont je voulais vous parler, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est la performance de vos salariés. Alors aujourd'hui, c'est assez effrayant. Je ne sais pas si vous connaissez l'étude Gallup qui mesure le taux d'engagement des salariés en France. Alors les résultats de cette étude, je vous conseille d'aller voir sur Internet, c'est qu'il y a à peu près 7% des salariés qui sont engagés. Donc ça veut dire que le reste, ils sont au mieux, ils font juste leur job, ça c'est la grande majorité, et puis au pire, ils sont contre-productifs. Et donc là, finalement, c'est de la performance qui se dégrade. La RSE, pour nous, elle permet de redonner du sens à l'entreprise, d'aller embarquer des jeunes générations, mais finalement pas que eux, aussi, nous, dans des projets d'entreprise qui sont plus stimulants, plus innovants, qui donnent envie de rentrer dans une entreprise, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à recruter dans certains secteurs, et puis aussi de conserver ces talents, parce que avoir une bonne politique RSE sur le social, c'est aussi permettre aux talents de s'exprimer dans l'entreprise
et d'apporter beaucoup de choses. On le voit nous dans les retours des entrepreneurs qu'on a, la RSE, ça vient soit du client qui demande de plus en plus, qui a de plus en plus d'exigences, soit les salariés qui demandent un peu plus. Mais là encore, toujours en lien avec le business et la stratégie, il ne s'agit pas de juste mettre un baby-foot dans la salle de pause. On est d'accord, c'est pas de ça dont on parle. Et enfin, dans le process global, ça c'est peut-être un petit peu plus classique et vous connaissez déjà, mais effectivement, quand on prend en compte son impact environnemental, on va aller chercher à réduire sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie. C'est des coûts en moins et c'est de la marge en plus. On l'a vu tout à l'heure, c'est jamais négligeable. Et là, on peut trouver aussi, aller plus loin, trouver par exemple des solutions de valorisation des déchets. On sait tous qu'il ne faut pas se voiler la face, la gestion des déchets, c'est quand même quelque chose qui va coûter de plus en plus cher. En fonction de vos industries, c'est plus ou moins pertinent, mais c'est aussi des questions à se poser qui peuvent permettre d'impliquer la RSE toujours dans votre business model, dans votre process. En conclusion, je dirais que tout ça, ça vient progressivement en fait, contribuer à l'accroissement de la valeur de votre entreprise. Je vous en ai parlé, on a vu les soldes, j'ai fait un petit peu d'analyse financière avant, donc on a vu les soldes et c'était super intéressant de voir que vous avez le levier chiffre d'affaires, vous allez avoir le levier marge, et puis vous allez avoir aussi le levier accroissement de la valorisation de l'entreprise. Parce que les investisseurs, que ce soit chez nous, chez le pays France ou ailleurs, ils sont bien au courant de ces mécanismes-là et ils vont regarder en fait ce qu'on appelle les critères ESG, c'est la même chose que la RSE, c'est l'environnement, le social. Ils vont regarder ça pour valoriser l'entreprise. Donc quand ils viennent apporter du capital, vous m'entendez, plus ou pas quand ils viennent apporter du capital, vous prêtez de l'argent, ou pourquoi pas vous accompagner dans la cession de votre entreprise, la transmission de votre entreprise, il est bien évident qu'une entreprise qui va cocher toutes les cases, avec tous les voyants en vert, une entreprise qui saura bien positionner son produit par rapport aux nouvelles attentes, qui va avoir des salariés qui c'est super dur de faire concurrence avec la j'entends un peu, je disais donc, une entreprise qui a bien positionné son produit, une entreprise qui a des salariés qui apportent leur savoir-faire pour innover, apporter de la valeur dans l'entreprise, une entreprise qui a réduit ce qu'on appelle ses externalités négatives, c'est tellement un peu technique de mon discours, et en gros l'impact environnemental et combien ça coûte, mais que vous ne payez pas vous-même le coût, d'un jour vous le paierez peut-être. Et bien quand ils regardent tout ça, les investisseurs, c'est clair qu'ils font leur choix dans les entreprises. Et ça, mine de rien, ça contribue à ce qu'on appelle le capital immatériel. Bon, là, les logiciels, les brevets, etc. Mais il y a aussi ça, quelque chose qu'on ne sait pas quantifier, mais qui va en fait apporter un complément de valeur à votre entreprise. Et ça, on ne sait pas dans votre bilan, mais ça peut représenter une grosse partie de la valeur de l'entreprise. Donc, ayez-le bien en tête quand on vous parle de RSE. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue. Je passe la parole à Valérie. Je voulais juste effectivement vous dire que BPI France intègre dans ses investissements et financements la prise en compte de critères extra-financiers. C'est important pour nous. On dialogue également avec les entreprises sur la base de ça pour leur faire améliorer un petit peu les indicateurs pour qu'elles deviennent voyants au vert, comme je vous disais. Et puis, ce qu'on fait également, c'est qu'on accompagne les entreprises. Vous savez, on a un gros programme d'accompagnement, plus de 4000 entreprises qui seront passées par nos dispositifs d'accompagnement d'ici 2021. Systématiquement, on intègre, en fonction des enjeux du secteur, toujours en lien avec le business, et des modules extra-financiers. On fait aussi de la sensibilisation dédiée à la RSE, toujours en le business, et on est ravis d'accompagner le développement des labels RSE sectoriels, parce que, par leur nature, ils sont adaptés à vos entreprises, à vos métiers, à vos enjeux, et ils vous permettent d'accroître la valeur de votre entreprise. Voilà. C'est tout pour moi. Alors, pour vous dire quelques mots sur Cleantech, alors je vais faire un petit rappel de comment ça a été construit et les grands principes de fonctionnement. Désolée pour ceux qui l'ont un petit peu entendu au mois de septembre, mais je pense que tout le monde n'était pas là et puis ça ne fait jamais de mal de rappeler les choses. Donc, c'est un projet de branche qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans? Il y avait plusieurs entreprises qui nous disaient, voilà, nos clients nous sollicitent de plus en plus sur la RSE, ils nous donnent des questionnaires qui nous concernent très peu, on nous parle des droits de l'homme, on nous parle de plein de choses qui ne sont pas très adaptées, ça nous prend beaucoup de temps, comment est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à ça? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment,
Il y a une attente sociétale de plus en plus forte sur le sujet environnemental, mais aussi plus largement sur les sujets sociaux et sociétaux. Voilà, donc tous les secteurs doivent y participer, et le nôtre également. Et enfin, bon, je ne reviens pas sur la situation dans le secteur, mais vous savez comme moi que les capitales que nos entreprises innovent, on en parlait pour le textile aussi tout à l'heure, mais que nos entreprises innovent pour se repositionner, pour se différencier, voilà, et donc pour se pérenniser. Donc, on s'était dit, la RSE, ça va être un moyen d'aider les entreprises à innover. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on a voulu lancer un projet de branche et on a voulu faire, plutôt que des petits accompagnements locaux où on sait l'expérience que la pérennisation n'est pas toujours évidente, définir une stratégie sectorielle de RSE et un dispositif d'accompagnement national qui concernerait tout le monde et qui soit élaboré paritairement. Ça, c'est un point très important et qui nous différencie aussi des autres secteurs d'activité qui ont travaillé sur des labels sectoriels, c'est le caractère paritaire de toute l'ingénierie, de tout le pilotage de cette démarche. Voilà. Et donc, à partir de cette initiative, donc répondre à une demande client, on a commencé à travailler sur le sujet et on s'est vraiment rendu compte que la RSE pouvait être un levier pour avancer sur des enjeux de nos secteurs qui étaient clés vraiment pour la pérennisation des entreprises et des emplois. Alors, on en a déjà parlé pas mal. C'est un petit peu les mêmes que dans d'autres secteurs, mais ils résonnent particulièrement chez nous. Le management, développer des organisations et des modes de management beaucoup plus participatifs, beaucoup plus décloisonnés, beaucoup plus impliquants pour les collaborateurs et qui, du coup, rendent les entreprises aussi plus adaptables et plus flexibles et plus agiles. Stimuler l'innovation, on en a parlé. Tout le travail sur le capital humain. On sait qu'on est dans un secteur qui investit beaucoup, il y a beaucoup d'investissements sur le matériel, c'est des machines qui coûtent cher. Mais parfois, l'investissement sur le personnel qui va faire fonctionner ces machines, qui va tourner l'entreprise en termes de formation, par exemple, n'est pas aussi important. Donc, alors qu'aujourd'hui, clairement, ce qui va différencier deux entreprises, c'est beaucoup plus les compétences de l'équipe, l'innovation que ça va susciter, le fait que l'équipe fasse fonctionner les machines de manière optimale, qui va permettre de différencier deux entreprises et les rendre plus ou moins rentables. Le côté attractivité, on en parlait, le textile parlait des difficultés pour attirer les jeunes talents, etc. Clairement, on a exactement les mêmes enjeux aujourd'hui. Voilà, donc être attractif pour des futurs collaborateurs, mais aussi pour des entrepreneurs d'autres secteurs qui pourraient venir investir chez nous. Il y a un gros enjeu autour de la transmission de l'entreprise dans les années à venir. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des entrepreneurs qui puissent venir d'ailleurs pour reprendre nos entreprises ou racheter les entreprises. Et puis être plus attractif aussi pour les investisseurs, Clotilde en parlait à l'instant. L'avantage compétitif sur la concurrence, notamment étrangère, donc ça c'est aussi un point très important. Évidemment, ça vous permet de vous différencier de vos concurrents, mais aussi, enfin, on a parlé beaucoup du Made in France, de l'imprimant en France, etc. Et ben, ça donne un argument de plus pour imprimer en France si en plus on imprime chez des imprimeurs français qui sont engagés, qui sont responsables et qui sont engagés dans des démarches de RSE. Voilà, un autre point essentiel, vous le connaissez, c'est équilibrer les relations avec les donneurs d'ordre. Alors, ça peut paraître parfois un petit peu un vœu pieux, mais le fait est que nos donneurs d'ordre les grands donneurs d'ordre sont largement impliqués dans des politiques RSE. Donc peut-être qu'avoir en face des fournisseurs qui eux-mêmes ont engagé des démarches RSE, ça facilitera des collaborations plus pérennes et plus partenariales. Voilà. Améliorer l'image financière du secteur, on en a parlé aussi. Et enfin, la transmissibilité des entreprises. Donc, on se disait qu'il y avait un gros enjeu autour de la transmission d'entreprises dans les années à venir. Et aujourd'hui, c'est ce que disait Clotilde aussi, il y a une grosse partie de la valeur des entreprises qui est immatérielle, qui n'est pas le juste résultat du bilan. Donc la RSE permet de travailler justement sur ces actifs immatériels et sur le développement de la valeur immatérielle de l'entreprise. Je voulais juste vous montrer ce petit schéma qui a été fait par une banque d'affaires. Alors là, ça concerne les 500 entreprises américaines qui sont dans la cotation boursière de SP500, voilà, mais qui montrent bien que dans les 40 dernières années, il y a eu une inversion complète finalement de la création de valeur. En 1975, il y avait plus de 80% du capital d'une entreprise qui était du capital matériel et seulement 17% du capital immatériel. En 2015, c'est presque exactement l'inverse.
on a plus de 80% de la valeur de l'entreprise qui est immatérielle et une petite partie qui est du capital matériel. Donc vraiment, aujourd'hui, travailler sur le capital immatériel de l'entreprise. Donc le capital immatériel, c'est quoi? C'est le capital humain, les salariés, leurs compétences, leur motivation, etc. C'est le capital structurel, donc tout ce qui concerne l'organisation, la stratégie, le management, et puis la R&D, les brevets, etc. Et puis enfin, ce qu'on appelle le capital relationnel, c'est-à-dire les relations avec les parties prenantes, avec les clients, la réputation de l'entreprise, etc. Donc tous ces sujets-là, on va y travailler avec la RSE. Et donc le projet en fait a évolué en cours de route. Avant, on souhaitait juste principalement répondre à une demande client. Aujourd'hui, on souhaite vraiment développer cette démarche dans la branche pour aider les entreprises à augmenter leur valeur immatérielle et à améliorer leur performance. Et juste pour citer un chiffre sur cette amélioration de performance, il y a une étude de France Stratégie qui a montré, donc statistique, qui a montré un différentiel de performance de 13% entre des entreprises qui n'ont pas de politique RSE et des entreprises qui ont une politique RSE structurée et pérenne. Voilà. Donc je reviens sur le projet de branche. Ça fait donc 3 ans que c'est lancé. En 2017, on a fait un gros travail pour partir de l'ISO 26000, qui est la définition internationale reconnue de la RSE, mais qui est très large. Enfin, la RSE, ça englobe beaucoup de sujets. Je ne vous ai pas rendu le schéma, mais ça va du respect des droits de l'homme à l'environnement, relations avec les consommateurs, aux relations avec le territoire, etc. Donc il y a beaucoup de sujets dedans. C'est très complexe à appréhender pour des petites entreprises. Donc l'idée, et puis tous les enjeux ne sont pas forcément pertinents pour notre secteur. Donc l'idée, c'était de partir de cette définition commune et d'identifier les enjeux sectoriels prioritaires sur lesquels il fallait que nous travaillions. Et on l'a fait donc en collaboration avec nos parties prenantes. Donc les parties prenantes élargies, ça veut dire évidemment les entreprises de la branche, les salariés, enfin les représentants des salariés, mais aussi les clients, les fournisseurs, les écoles, les pouvoirs publics, etc. Donc on avait un comité de pilotage vraiment élargi qui a travaillé et il y a également eu un questionnaire qui a été diffusé très largement, l'idée étant d'identifier les enjeux prioritaires au niveau du secteur. Donc on est arrivé, je vous montrerai, on est arrivé à 12 enjeux prioritaires que je vous présenterai ensuite. Ensuite, donc, nous avons, à partir de ces 12 enjeux prioritaires, nous avons construit un référentiel de labellisation. Alors pourquoi créer un label? Ce n'était pas forcément évident au départ, il y a toujours trop de labels, personne ne comprend rien, etc. Mais quand on avait fait le questionnaire préparatoire, il ressortait que la première motivation pour un chef d'entreprise pour s'engager dans la RSE, c'était d'avoir un label reconnu par ses clients. Donc, c'était quand même un petit peu incontournable de créer ce label. Et en même temps, il y avait à ce moment-là un appel à projet de France Stratégie, donc qui est un organisme rattaché à Matignon, pour expérimenter des labels RSE sectoriels. Donc, nous avons décidé de répondre à cet appel à projet. Donc, on a créé le label selon le cahier des charges de France Stratégie, avec l'accompagnement de l'AFNOR. Et on a été intégré dans cette expérimentation avec 11 autres secteurs d'activité. Voilà, donc 2018, c'était vraiment encore de l'ingénierie. Et tout fin 2018, on a lancé les premiers accompagnements d'entreprise pour aller vers la labellisation. Et donc, on espère avoir nos premiers labellisés en septembre de cette année. Et donc, là, nous travaillons, je vous en parlerai après, avec EcoCert, qui est un organisme de conseil et certificateur spécialisé en RSE qui forme les référents. Alors, les 12 enjeux de prix éthique, pour ceux qui sont intéressés, il y a des petites plaquettes sur la table derrière et vous les retrouvez facilement. Il y a des enjeux dans le domaine plus économique, la stratégie, l'innovation, etc. Des enjeux sur le volet de la gouvernance, les relations avec les parties prenantes, le dialogue social, le pilotage de la RSE et des enjeux sociaux, les compétences des salariés, les risques, etc., sociétaux, à travers le fait de former des jeunes et des futurs professionnels, de participer à la communication sur le métier, et puis des enjeux plutôt autour de l'environnement et des enjeux sur les relations avec les fournisseurs et la chaîne de valeur. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça traite tous les compartiments d'une entreprise,
Le volet environnemental sur lequel on travaille classiquement dans la branche depuis 20 ans, en fait, c'est seulement 2 enjeux. Alors, les grands principes du label, d'abord, c'est son côté spécifique, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est vraiment 12 enjeux qui sont très essentiels pour les entreprises du secteur. Et la branche est fortement engagée pour porter et accompagner les entreprises qui s'engagent là-dedans. Le côté accessible, ça c'est très important. Vous ne voulez pas un label élitiste qui soit donné aux entreprises qui travaillent sur le sujet depuis 10 ans, etc. L'idée, c'est vraiment d'accompagner une modernisation, une structuration des entreprises sur toutes les fonctions transversales. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'entreprises qui s'engagent dedans. Et donc, on voulait que ce soit accessible aussi aux petites entreprises du secteur. On le disait ce matin, on a encore 3/4 d'entreprises de moins de 10 salariés. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Et donc, on a fait quelque chose de très progressif. On ne demande pas aux entreprises de travailler sur les 12 thématiques à la fois. L'idée, c'est de travailler par bloc de 3 thématiques. Et en fait, il y a 4 niveaux dans le label. Et donc, le niveau 1, c'est travailler sur 3 thématiques. Le niveau 2, travailler sur 3 de plus. Niveau 3, enfin voilà. Donc, ça progresse en fonction du nombre de thématiques. Et l'entreprise peut traiter les thématiques, les enjeux, dans l'ordre qu'elle souhaite, à peu près, hormis les enjeux sur les compétences et le pilotage de la RSE qui sont imposés au début. Voilà, donc l'idée, la RSE, c'est de l'amélioration continue. Donc évidemment, l'idée, c'est quand même de traiter progressivement tous les sujets. Donc l'idée, c'est qu'il faut que l'entreprise progresse d'un niveau tous les 3 ans. Voilà, mais du coup, vous voyez que si vous faites le calcul, ça laisse quand même un certain temps. Évidemment, on peut aller beaucoup plus vite. L'entreprise peut aller beaucoup plus vite si elle le souhaite. Mais voilà, ça lui laisse le temps de traiter les sujets en profondeur. On souhaitait en fait que les entreprises traitent chacun des sujets de manière sérieuse et que les nouveaux modes de fonctionnement soient ancrés et pérennisés dans l'entreprise avant d'attaquer les sujets suivants. Voilà, le côté accessible, c'est aussi accessible financièrement. Voilà. Donc on ne voulait pas quelque chose qui coûte cher aux entreprises. Donc la première chose, c'était d'éviter d'avoir des audits à confier à des organismes externes. Et donc, en fait, le label va être délivré par un comité d'attribution qui regroupera des représentants de la branche et des parties prenantes externes et des experts de la RSE. Et c'est eux qui délivrent le label sur la base d'un dossier qui est transmis par les entreprises. Voilà. Et enfin, l'idée aussi, l'accessibilité financière, c'est aussi de ne pas être obligé d'avoir recours à des consultants voilà. En tout cas, ce qu'on souhaitait, c'est que la démarche ne soit pas confiée à des consultants externes parce que, d'une part, ça coûte cher et d'autre part, ça ne garantit pas l'ancrage et l'appropriation de la démarche par l'entreprise. Donc, ce qu'on demande dans le référentiel, c'est qu'il y ait un référent RSE salarié de l'entreprise qui soit nommé, qui ne soit pas dirigeant si possible, et qui va être un petit peu le chef d'orchestre de la démarche dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il va tout faire. Évidemment, s'il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur les RH, les RH sera confié à la personne dans ce métier. Voilà. Mais le référent RSE, c'est celui qui coordonne et qui anime, qui impulse et qui motive tout le monde pour avancer sur le projet. Et donc ce référent RSE, il va bénéficier d'un accompagnement méthodologique très fort apporté par la branche. Ça va commencer par une formation de 4 jours au début de la démarche, étalée sur 6 mois, qui va permettre d'amener l'entreprise jusqu'à la première labellisation. Et ensuite, le référent sera intégré dans un réseau de référents à qui on proposera des webinaires, des formations et des réunions annuelles voilà, pour échanger et rester motivé. Il y a aussi un accompagnement financier très important qui est apporté sur le volet formation. On a la chance d'avoir une branche qui est très dynamique et investie sur la formation continue et qui permet du coup d'avoir une prise en charge des formations, au moins de la formation initiale de 4 jours, et de cofinancer les formations suivantes. Voilà, et dernier point essentiel, évidemment, c'est que le label soit reconnu, sinon il n'a pas de valeur. Et donc, les garanties pour qu'il soit reconnu, c'est qu'on l'a, je vous l'ai dit, élaboré avec toutes les parties prenantes, et notamment les clients, donc en intégrant leurs attentes en matière de RSE. Il est basé sur l'ISO 26000, qui est la référence reconnue en la matière. On a donc l'AFNOR qui a validé le référentiel de labellisation
et qui interviendra tous les 2 ans en fait, pour contrôler la manière dont fonctionne la labellisation. Donc, ils viendront, ils reliront les comptes rendus du comité de labellisation, ils pourront aller faire des audits dans des entreprises sélectionnées par échantillonnage. Et enfin, l'inscription dans l'expérimentation en France Stratégie est évidemment aussi une garantie. Voilà. Ça, c'est tout ce que je viens de vous raconter, présenté différemment avec le passage de niveau tous les 3 ans. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a 15 entreprises qui ont commencé la démarche, donc la formation avec EcoCert, en 3 groupes. Donc, vous voyez qu'on a des entreprises d'une dizaine de salariés, comme d'autres qui vont jusqu'à une centaine de salariés. On a un nouveau groupe qui va démarrer en septembre, et donc on espère atteindre 25 entreprises engagées cette année. Et voilà, donc on est plutôt content du résultat. Les entreprises engagées, je crois, sont plutôt satisfaites de l'accompagnement qu'on apporte pour le moment. Il y en a une ou deux dans la salle qui pourront peut-être dire un mot après. Et voilà. Je suis prête à répondre à vos questions. Alors, Mathieu Prévost voulait aussi vous dire 2 mots sur l'accompagnement méthodologique qui est apporté, notamment par la branche, par les différents organismes de branche. Oui, bonjour à tous. L'idée, c'était juste de vous dire que derrière, on allait être en appui aussi bien au titre de l'UNIC ou de l'IDEP sur les différentes problématiques. Enfin, l'idée, comme l'a dit Valérie, c'est pas d'avoir un référent qui va tout faire en entreprise et qui a toutes les connaissances et qui va pouvoir accompagner sur toutes les thématiques, mais c'est derrière d'être en appui et de vous apporter à la fois des connaissances, l'appui technique et financier sur différentes problématiques, sur par exemple l'environnement. On va développer toute une série de webinaires qui vont nous apporter des problématiques sur les encres, sur le papier, sur les problématiques réglementaires qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, ou des outils tels que Climate Calc qui vont peut-être être financés en partie pour les entreprises qui entreraient ou qui seraient dans la RSE. Voilà. Donc tout ça, c'est pour rassurer aussi les chefs d'entreprise sur la facilité à mettre en place les outils et les points de développement RSE. Voilà.